J'ai trouvé du Viagra dans les bagages de ma femme. Je ne me suis pas disputé, J'ai toujours supposé que les seules pilules bleues de ma vie seraient les Legos de mon fils éparpillés sur le sol du salon à 3 heures du matin. Mon Dieu, comme je me trompais. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un « j'aime » et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Je m'appelle Tom Holly, j'ai 39 ans et j'ai le genre de travail qui fait que les yeux des gens deviennent vitreux dans les soirées. Je gagne ma vie en réparant des ordinateurs. Pas le genre glamour où je pirate des bases de données gouvernementales ou crée une intelligence artificielle qui menace l'humanité. Non, je suis le gars qui débarque quand Karen de la compta ne se souvient plus de son mot de passe pour la 15e fois du mois, ou quand l'imprimante décide de bloquer chaque feuille de papier comme si elle était personnellement offensée par le concept de productivité. Mais voilà le truc quand on est l'informaticien invisible. On voit tout. Les gens oublient que vous êtes là quand vous rampez sous leur bureau pour brancher un câble. Ils ont des conversations juste au-dessus de votre tête comme si vous étiez un meuble. Ils laissent leurs écrans déverrouillés, leurs téléphones face visible, leurs secrets éparpillés comme des confettis après un divorce particulièrement houleux. Ce qui m'amène à ma femme, Mara. Mara Holly, née Morrison, 37 ans, directrice marketing chez Pinnacle Solutions. Le genre de femme qui porte des tailleurs pantalons qui coûtent plus cher que mon salaire mensuel et qui se comporte comme si elle auditionnait pour le rôle de la femme du PDG dans quelques drames d'entreprise. Elle est belle de cette manière vive et calculée qui demande 2 heures et 3 hydratants différents à obtenir chaque matin. Nous sommes mariés depuis 12 ans, ensemble depuis 14, et depuis les 6 derniers mois, quelque chose n'allait pas. Pas de la manière dont les couples mariés s'éloignent parfois ou deviennent trop à l'aise l'un avec l'autre. Plutôt de la manière qui vous fait vous demander si la personne qui dort à côté de vous prépare votre mort ou simplement votre remplacement. Ça a commencé par de petites choses. Mara qui travaillait tard plus souvent, qui prenait des appels dans l'autre pièce, qui achetait de la nouvelle lingerie que je ne la voyais jamais porter, son téléphone face contre la table de nuit, protégé par un mot de passe comme s'il contenait des secrets d'État au lieu de listes de courses et de photos du chat énervant de nos voisins. « Tu es parano, Tom », disait-elle chaque fois que j'évoquais ses nouvelles habitudes. Je suis en lice pour une promotion. Tu sais à quel point c'est important pour notre avenir. Notre avenir, n'est-ce pas? Parce que rien ne dit plus « notre avenir » que de cacher l'écran de son téléphone quand son mari entre dans la pièce. Le point de rupture est arrivé un mardi de mars. Je faisais la lessive, parce qu'apparemment être le seul soutien de famille ne vous exempte pas des tâches domestiques quand votre femme construit sa carrière, quand j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans la poche du blazer de Mara. Un petit flacon discret de pilules bleues. Bon, je ne suis pas médecin, mais je suis à peu près sûr que ma femme ne souffre pas de dysfonctionnement érectile. Et je suis absolument certain qu'elle n'a pas eu ces pilules pour moi, considérant que notre vie amoureuse avait été aussi active qu'un cimetière à minuit ces derniers mois. Je suis resté là, dans notre buanderie, tenant ce petit flacon comme si c'était l'arme du crime, ce qui, avec le recul, était absolument le cas. Ma première pensée a été étonnamment calme. Eh bien, ça explique la nouvelle lingerie. Ma deuxième pensée était moins calme et impliquait plusieurs mots qui auraient poussé ma mère à me laver la bouche au savon. Mais c'est là qu'être un informaticien est utile. Par nature, nous sommes là pour résoudre les problèmes. Quand quelque chose est cassé, nous trouvons comment le réparer. Quand quelque chose ne fonctionne pas comme il le devrait, nous trouvons une solution de contournement. Et quand votre femme a clairement une liaison avec quelqu'un qui a besoin d'une assistance pharmaceutique, eh bien, vous devenez créatif. J'ai empoché le flacon et je suis allé à la pharmacie. J'ai acheté une boîte de somnifères, du genre qui ressemble étrangement à de petits stimulants de performance bleus quand on ne fait pas très attention. Même taille, même couleur générale, même apparence innocente. De retour à la maison, j'ai procédé à ce que j'aime appeler l'opération passe-passe. Chaque petite pilule bleue a été remplacée par une petite pilule bleue pour dormir. Même flacon, même quantité, effet complètement différent. Tom, appela Mara d'en haut. As-tu vu mon blazer gris? Celui avec les boutons argentés. Dans la buanderie, ai-je répondu, glissant les vraies pilules bleues dans ma boîte à outils. Je viens de le laver. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte, l'air pressé et un peu agité. Ses cheveux étaient parfaits. Son maquillage était impeccable, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui semblait presque coupable. Merci, dit-elle en attrapant le blazer et en vérifiant rapidement les poches. Ses doigts ont trouvé le flacon, et j'ai vu son visage se détendre légèrement.
Je vais être en retard ce soir. Grosse présentation demain, et Joël et moi devons revoir les chiffres. Joël. Le nom était lâché. Le nom qui était apparu dans les conversations avec une fréquence croissante au cours des derniers mois. Joël Whittaker, son collègue, son partenaire de projet, son apparent bénéficiaire pharmaceutique. C'est Joël qui a le Range Rover, c'est ça, ai-je demandé nonchalamment, en faisant semblant de plier une serviette. C'est lui. Un type vraiment brillant. L'entreprise a de la chance de l'avoir. J'en suis sûr. Eh bien, ne travaille pas trop dur, ai-je dit en lui donnant un baiser sur la joue. Elle sentait le parfum cher et la culpabilité. Je serai probablement endormi quand tu rentreras. C'est probablement mieux. Tu sais comme tu deviens grincheux quand ton sommeil est perturbé. Si seulement elle savait à quel point les choses allaient être perturbées. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau à la maison, faisant semblant de travailler sur l'ordinateur d'un client tout en faisant des recherches sur Joël Whittaker. Les réseaux sociaux sont une chose merveilleuse quand on sait comment creuser. Joël avait 42 ans, était divorcé, conduisait ce Range Rover comme si c'était une extension de sa masculinité et, d'après ses photos Facebook, avait le genre de confiance qui vient du fait de ne jamais avoir reçu un coup de poing au visage. Il était aussi, selon son profil LinkedIn, le supérieur direct de Mara. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma femme. Je travaille tard. Ne m'attends pas. Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. Fais de beaux rêves. La beauté d'être marié à quelqu'un depuis 12 ans, c'est que vous apprenez ses habitudes. Mara pensait être subtile, mais la subtilité n'a jamais été son point fort. Elle était plutôt du genre éléphant dans un magasin de porcelaine avec des talons de créateur. Alors, quand elle a annoncé une retraite d'affaires le week-end suivant, juste elle et Joël pour examiner les projections trimestrielles dans un hôtel chic à 1 heure de la ville, je n'ai pas été vraiment surpris. C'est le Grand View Resort, dit-elle, sans tout à fait croiser mon regard alors qu'elle préparait son sac de voyage. Tu sais, celui avec le spa et le terrain de golf. Une atmosphère très professionnelle. Ça a l'air romantique, ai-je dit. Je veux dire, professionnel. Très professionnel. Elle m'a lancé un regard. Ne sois pas ridicule, Tom. C'est du travail. Bien sûr que ça l'est. C'est pour ça que tu emportes l'ensemble de lingerie noire. Sa main s'est figée au-dessus de la valise. C'est confortable pour dormir. Exactement. Bien sûr. Parce que rien ne rime mieux avec projection trimestrielle que Victoria's Secret. Je l'ai aidé à charger son sac dans sa voiture, jouant le rôle du mari compréhensif. Fais attention sur la route, ai-je dit en lui faisant un câlin qu'elle m'a rendu avec tout l'enthousiasme de quelqu'un qui embrasse un parent éloigné à un enterrement. Je t'appellerai ce soir, a-t-elle promis. J'attends ça avec impatience. Dès que ses feux arrière ont disparu au coin de la rue, j'étais dans ma voiture, la suivant à une distance de sécurité. La beauté de la technologie moderne, c'est que tout le monde pense être calé en technologie jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un qui l'est vraiment. Le téléphone de Mara était toujours sur notre forfait familial, ce qui signifiait que j'avais accès au service de localisation qu'elle avait oublié d'avoir activé. Le Grand View Resort était exactement le genre d'endroit où l'on emmène quelqu'un qu'on essaie d'impressionner. Sol en marbre, lustre en cristal, le genre de hall qui murmurait, note de frais, sur un ton feutré et révérencieux. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai regardé Mara et Joël s'enregistrer ensemble, riant de quelque chose sur son écran de téléphone. Joël était exactement ce à quoi je m'attendais, grand, les tempes grisonnantes, portant un costume qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de ma voiture. Il avait sa main sur le bas du dos de Mara alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, et elle le regardait comme s'il venait d'inventer le feu. Je leur ai donné 1 heure pour s'installer, puis j'ai appelé l'hôtel. Grand View Resort, Madison à votre écoute. En quoi puis-je vous aider? Bonjour, Madison. J'essaie de joindre ma femme, Mara Holly. Elle séjourne ici ce soir pour une conférence d'affaires, mais je crois qu'elle a oublié ses médicaments à la maison. Je voulais vérifier si elle avait besoin que je les lui apporte. Laissez-moi vérifier notre registre des clients. Je vois une Mara Holly qui s'est enregistrée il y a environ 1 heure. Voulez-vous que je vous mette en relation avec sa chambre? En fait, pourriez-vous simplement me donner le numéro de la chambre? Je préférerais lui faire la surprise. Il y eut une pause. Je suis désolé, monsieur,
Mais je ne peux pas donner les numéros de chambre pour des raisons de sécurité. Bien sûr, je comprends. Pourriez-vous au moins me dire si elle partage la chambre avec son collègue, Joel Whittaker, juste pour que je sache si je dois apporter des médicaments pour eux deux? Une autre pause. Plus longue cette fois. Monsieur, nos dossiers indiquent que Monsieur Whittaker et Madame Holly sont enregistrés dans la même suite. Bingo. Merci, Madison. Vous m'avez été d'une grande aide. J'ai raccroché et me suis installé pour attendre. Les pilules échangées mettraient environ 30 à 45 minutes à faire effet, en fonction du métabolisme de Joel et de la quantité d'alcool qu'il avait bu au dîner. J'avais fait mes recherches. Les somnifères que j'avais substitués étaient assez forts pour assommer un cheval, mais assez inoffensifs pour qu'il se réveille simplement avec un mal de tête et quelques questions très embarrassantes. À 22h47, ma patience a été récompensée. Une ambulance s'est arrêtée devant l'entrée principale de l'hôtel, gyrophares allumés, mais sans sirène. Depuis ma voiture, j'ai regardé les ambulanciers se précipiter à l'intérieur avec un brancard. 20 minutes plus tard, ils sont ressortis avec Joel, conscient mais groggy, et une Mara à l'air très paniquée qui les suivait. Mon téléphone a sonné. Tom. La voix de Mara était aiguë et tremblante. Quelque chose de terrible est arrivé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? C'est Joel. Il s'est effondré pendant le dîner. On revoyait la présentation et il est juste. Il est tombé. Il l'emmène à l'hôpital. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il va s'en sortir? Je ne sais pas. Les ambulanciers ont dit que c'était peut-être une sorte de réaction à un médicament, mais Tom, ça a l'air vraiment grave. Je veux dire, nous étions dans sa chambre à revoir les chiffrés. Et quoi? Rien. Laisse tomber. Je vais suivre l'ambulance jusqu'à l'hôpital. Veux-tu que je vienne te rejoindre? Non. La réponse a été si rapide et si sèche qu'elle a immédiatement essayé de l'adoucir. Je veux dire, non, ça ne sert à rien. Je serai probablement à la maison tard ce soir ou tôt demain matin. D'accord, tiens-moi au courant. Je le ferai. Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. J'ai raccroché et me suis permis un petit sourire. Premier round pour l'informaticien. Mais en rentrant chez moi, j'ai réalisé que ce n'était que le début. Mara et Joel avaient survécu à leur première rencontre avec mes compétences créatives en résolution de problèmes, ce qui signifiait qu'ils seraient plus prudents à l'avenir, plus paranoïaques, plus susceptibles de brouiller les pistes. Heureusement, je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de mon pote Eddie Martinez, qui enseignait le sport au lycée et avait le talent de collectionner les ragots comme certains collectionnent les timbres. « Mec, tu ne vas jamais croire ce que j'ai entendu au café ce matin », a-t-il dit sans préambule. « Dis-moi. Le patron de ta femme s'est effondré dans un hôtel de luxe hier soir. Intoxication alimentaire ou quelque chose comme ça. Mais voilà le plus bizarre. Apparemment, il n'était pas seul. J'ai faim la surprise. Vraiment? C'était pour le travail? C'est ce qu'ils disent. Mais Janet Morrison, tu sais, celle qui travaille à l'hôpital, elle a dit qu'ils l'ont amené en posant des questions sur les interactions médicamenteuses, comme s'il avait peut-être mélangé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Janet Morrison, la cousine de Mara, qui travaillait aux urgences et n'avait jamais rencontré un ragot qu'elle ne pouvait pas répandre comme du beurre sur une tartine. C'est bizarre. Ça devient plus bizarre. Janet a dit que la femme qui est venue avec lui agissait de manière nerveuse et coupable, comme si elle savait quelque chose qu'elle ne disait pas. La femme, une directrice marketing de son entreprise. Un type très soigné, a dit Janet. Vêtements de marque, sac à main cher, alliance. J'ai laissé ça en suspens un instant. Eh bien, je suis sûr que ce n'est rien de grave. Probablement juste une mauvaise réaction à quelque chose. Ouais, probablement. Mais tu sais comment les gens parlent. Oh, j'y comptais bien. Le truc avec les petites villes comme Cedar Heights, c'est que tout le monde connaît les affaires de tout le monde, surtout quand ces affaires impliquent des ambulances, des hôtels chers et des personnes mariées qui ne sont pas mariées l'une à l'autre. Le lundi matin, l'histoire de l'urgence médicale de Joel s'était répandue dans le bureau de Mara comme un virus informatique. Je le sais parce que j'ai des amis au service informatique de Pinnacle Solutions. Quand vous êtes le gars qui répare les ordinateurs de tout le monde, vous vous constituez un réseau de personnes qui vous doivent des faveurs.
Et quand votre femme a une liaison avec son patron, ses faveurs deviennent très précieuses. Tom, il faut que tu entendes ça, a dit Danny Chen, m'appelant de son bureau chez Pinacle. Danny était le genre de gars qui avait l'air de n'avoir jamais quitté son sous-sol, mais il avait le doigt sur le pouls des ragots de bureau mieux que n'importe quel scénariste de feuilleton. Qu'y a-t-il? Ta femme et Joel Whittaker sont le sujet de conversation du bureau. Tout le monde dit qu'ils étaient ensemble à cet hôtel quand il s'est effondré. Genre, ensemble. Les gens aiment les ragots, Danny. Je suis sûr que ce n'est rien. Peut-être. Mais voilà le truc. Les images de sécurité du hall de l'hôtel les montrent en train de s'enregistrer ensemble, de rire et de se toucher. Et le bar de l'hôtel les a filmés en train de partager des verres et de devenir assez intimes avant de monter. J'ai senti une satisfaction froide s'installer dans ma poitrine. Comment sais-tu pour les images de sécurité? La femme de Joel a engagé un détective privé. Gloria Whittaker n'est pas stupide et elle se méfie depuis des mois. Le détective a obtenu des copies de tout. Gloria. J'avais oublié la femme de Joel. Ça devenait intéressant. Danny, j'ai besoin que tu me rendes un service. Dis toujours. J'ai besoin que tu me transfères accidentellement tous les emails ou messages qui mentionnent Mara ou Joel. Peux-tu faire ça? Il y eut une pause. Tom, es-tu sûr de vouloir t'engager sur cette voie? Je suis déjà sur cette voie, Danny. J'ai juste besoin de savoir où elle mène. En moins d'une heure, ma boîte de réception était pleine de messages transférés, de ragots de bureau, de spéculations et d'une chaîne de mails particulièrement accablante entre Mara et son amie Jenna Carlile, qui travaillait au RH. Les emails étaient une mine d'or. Mara et Jenna avaient planifié la retraite à l'hôtel depuis des semaines, Jenna fournissant des alibis et des ajustements d'horaire pour s'assurer que personne ne se demanderait pourquoi Mara et Joel étaient hors du bureau ensemble. Il y avait des discussions sur la contraception, sur les problèmes de performance de Joel, et sur la manière de gérer sa femme si elle devenait méfiante. Mais l'email le plus intéressant était le plus récent, envoyé ce matin-là de mara.oli@pinaclesolutions.com à jenna.carlile@pinaclesolutions.com. Objet, gestion de crise. Jenna, nous devons parler au plus vite. Joel pense que quelqu'un a peut-être trafiqué ses médicaments. Il est parano. Mais et s'il avait raison? Et si Tom se doutait de quelque chose? Nous devons trouver comment gérer ça avant que ça ne dégénère. Peux-tu me retrouver pour déjeuner? J'ai fixé cet email pendant un long moment. Alors, il devenait méfiant. Bien. Les paranoïaques font des erreurs. J'ai transféré la chaîne de mails à une nouvelle adresse que j'avais créée, sleepingdogsly@protonmail.com. Puis j'ai commencé à planifier la phase 2. Ce soir-là, Mara est rentrée à la maison en agissant comme si de rien n'était. Elle m'a embrassé sur la joue, m'a demandé comment s'était passée ma journée et a commencé à préparer le dîner comme si elle n'avait pas passé le week-end dans une chambre d'hôtel avec un autre homme. Comment va Joel? Ai-je demandé nonchalamment, en coupant les légumes pour la salade. Elle s'est légèrement raidie. Mieux. Les médecins pensent que c'était juste une réaction à un médicament qu'il prenait. Rien de grave. C'est bien. Ça a dû être effrayant pour toi d'être là quand c'est arrivé. C'était terrifiant. Une minute on passe en revue les rapports trimestriels, la minute suivante il est inconscient par terre. Par terre? Je pensais que tu avais dit qu'il s'était effondré au dîner. Une autre pause. C'est le cas. Je voulais dire le sol du restaurant. C'est ça. Le restaurant dans sa chambre. Elle s'est tournée vers moi, son expression soigneusement neutre. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Je pensais juste que les restaurants d'hôtel étaient généralement dans le hall ou au rez-de-chaussée, pas dans les chambres des clients. Tom, où veux-tu en venir? J'ai haussé les épaules, jouant l'innocent. Ah rien. Je suis juste content que vous alliez bien tous les deux. Mais je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Elle se demandait ce que je savais, ce que je soupçonnais, à quel point elle était dans le pétrin. La réponse était, plus qu'elle ne le pensait. Au cours des jours suivants, j'ai mis en œuvre ce que j'aime appeler l'opération Gaslight. Rien de dramatique, rien qui ne puisse être retracé jusqu'à moi, juste de petites choses conçues pour rendre Mara et Joel paranoïaques. J'ai envoyé une carte de sympathie à la femme de Joel à son bureau, signée « La famille Oli ». J'espère que Joel se sentira bientôt mieux, avec une adresse de retour qui mènerait à Mara si Gloria décidait d'enquêter.
J'ai créé un faux compte sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à suivre Mara et Joël, aimant leurs publications à des moments stratégiques pour donner l'impression que quelqu'un les surveillait. J'ai laissé un flacon de somnifère sur le bureau de Mara à la maison, bien en vue, avec un mot qui disait « J'ai pensé que tu en aurais peut-être besoin pour ton insomnie. » Un ami. Et j'ai commencé à me montrer dans des endroits où je savais qu'ils seraient ensemble. Le café près de Pinacle Solutions, le restaurant où ils avaient leur déjeuner d'affaires, le parking où Joël garait son Range Rover. Je ne les ai jamais approchés, je n'ai jamais rien dit, je me suis juste assuré qu'ils me voient, qu'ils sachent que quelqu'un les observait. Il n'a pas fallu longtemps pour que la paranoïa s'installe. « Tom, je dois te demander quelque chose », a dit Mara un soir, me coinçant dans la cuisine. « Est-ce que tu me suis ? Te suivre ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Jenna a dit qu'elle t'avait vu au Starbucks hier quand je prenais un café avec Joël. Et Joël jure qu'il t'a vu dans le parking au travail. Je vais tout le temps au Starbucks. C'est un pays libre. Et j'avais un appel de service dans le bâtiment à côté de ton bureau. Y a-t-il un problème ? Elle a étudié mon visage, cherchant des indices. Mes 12 ans de mariage m'avaient appris à lui cacher mes pensées aussi bien qu'elle avait appris à me cacher les siennes. Non, a-t-elle dit finalement. Pas de problème. J'ai juste pensé que c'était une étrange coïncidence. La vie est pleine d'étranges coïncidences, ai-je dit. Comme ton patron qui s'effondre juste après avoir pris un médicament qui n'était pas censé provoquer ce genre de réaction. Son visage est devenu pâle. Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien. Juste pour faire la conversation. Mais nous savions tous les deux que je voulais tout dire. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue quand j'ai intercepté un message texte entre Mara et Jenna. J'avais installé un logiciel de surveillance sur notre routeur domestique, tout à fait légal puisque c'était mon réseau, qui me permettait de voir tout le trafic qui y passait. Jenna, la femme de Joël, pose des questions. Elle a engagé un détective. Mara, combien penses-tu qu'elle sait ? Jenna, assez pour être dangereuse. Nous devons être plus prudents. Mara, et si Tom est derrière tout ça ? Et s'il est celui qui ? Jenna, qui quoi ? Mara, laisse tomber. Retrouve-moi demain. Nous devons trouver comment gérer ça. Cette nuit-là, j'étais allongé dans le lit à côté de ma femme, écoutant sa respiration et planifiant mon prochain coup. Elle avait peur, était paranoïaque et commençait à faire des erreurs. Joël était probablement pire, se demandant si quelqu'un avait essayé de l'empoisonner, sursautant à la moindre ombre. Il n'avait aucune idée à quel point les choses allaient s'aggraver. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'en avais fini d'être subtil, fini avec les allusions, les insinuations et les coïncidences soigneusement orchestrées. Il était temps de passer à l'arme nucléaire. Je me suis déclaré malade au travail et j'ai passé la matinée à me préparer. D'abord, je suis allé dans le quartier de Joël et je me suis garé en face de sa maison. Gloria Whittaker était exactement ce à quoi je m'attendais, la quarantaine, bien habillée, le genre de femme qui avait construit sa vie autour de la carrière de son mari et qui la regardait maintenant s'effondrer en temps réel. Je me suis approché de sa porte d'entrée et j'ai sonné. « Madame Whittaker, mon nom est Tom Holly. Je pense que nous devons parler. » Elle m'a regardé de haut en bas, observant mon jean et mon polo, mon sourire nerveux, mon expression de préoccupation soigneusement répétée. « Je suis désolé. Est-ce que je vous connais ? Ma femme travaille avec votre mari, Mara Holly. Je crois qu'ils étaient ensemble quand Joël a eu son urgence médicale le week-end dernier. » Son expression s'est durcie. « Je vois. Et de quoi voulez-vous parler exactement, monsieur Holly ? Je pense que nos conjoints ont une liaison, et je pense que quelqu'un doit faire quelque chose avant que ça n'empire. » Elle m'a regardé fixement un long moment, puis s'est écartée et m'a fait signe d'entrer. Le salon de Gloria Whittaker était un sanctuaire dédié à un mariage en train de s'effondrer. Photos de mariage, vacances en famille, célébrations d'anniversaire, toutes les étapes d'une relation qui avait été lentement empoisonnée par l'œil baladeur de Joël et l'ambition de Mara. « Depuis combien de temps le savez-vous ? » a-t-elle demandé en versant du café avec des mains qui tremblaient légèrement. « Quelques mois. » Vous ? Plus longtemps. Joël a des liaisons depuis des années, mais celle-ci semble différente, plus sérieuse. Elle m'a tendu une tasse et s'est assise en face de moi. Le détective privé que j'ai engagé a des photos, des reçus d'hôtel, des archives de mai, assez pour le détruire dans un divorce.
Mais vous n'avez encore rien fait. J'attendais le bon moment. Joël est en lice pour une promotion qui nous mettrait à l'abri pour la vie. Je voulais voir s'il y mettrait fin de lui-même une fois qu'il aurait obtenu ce qu'il voulait. Je me suis penché en avant. Madame Whittaker, Gloria, je ne pense pas qu'ils aient l'intention d'arrêter. Je pense qu'ils ont l'intention de passer à la vitesse supérieure. Je lui ai montré les emails que j'avais interceptés, les messages textes, les preuves que j'avais collectées. Son visage s'est durci à chaque nouvelle information. Ils n'ont pas seulement une liaison, ai-je continué. Ils conspirent activement pour la cacher, pour manipuler les gens, pour brouiller les pistes. Et maintenant, ils deviennent paranoïaques, ce qui signifie qu'ils vont commencer à prendre de plus grands risques. Que suggérez-vous que nous fassions? Je suggère que nous leur donnions une vraie raison d'être paranoïaques. Au cours de l'heure suivante, Gloria et moi avons planifié ce que j'appelle maintenant la campagne de la terre brûlée. Elle avait les ressources, l'argent, les relations, un détective privé à l'éthique flexible. J'avais les compétences, les connaissances techniques, l'accès à leur communication et une profonde compréhension de la manière de rendre la vie des gens misérables grâce à des applications créatives de la technologie. Notre première cible était la fête de Noël du bureau, prévue pour ce vendredi soir au siège de Pinacle Solutions. Mara l'attendait avec impatience depuis des semaines, la voyant comme une occasion de montrer sa relation avec Joël dans un cadre semi-professionnel. C'est important pour le réseautage, m'avait-elle dit. Joël et moi passerons probablement la majeure partie de la soirée à discuter du compte Henderson avec des clients potentiels. C'est ça. Parce que rien ne dit plus, compte Henderson, qu'un slow sur du Frank Sinatra. J'avais prévu de sauter la fête, prétextant une urgence de travail, mais Gloria m'a convaincu d'y assister. Tu dois être là, a-t-elle dit. Quand ça va éclater, tu dois avoir l'air surpris. Innocent, comme si tu n'avais aucune idée de ce qui se passait. La fête avait lieu dans la salle de conférence principale de Pinacle, décorée de serpentins argentés et dorés et d'un bar qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Mara était magnifique dans une robe de cocktail noire que je n'avais jamais vue auparavant, et Joël semblait tout droit sorti d'un magazine de mode masculine. Ils essayaient d'être subtils quant à leur attirance mutuelle, mais la subtilité n'avait jamais été leur point fort. Les attouchements prolongés, les conversations privées dans les coins, la façon dont ils se regardaient quand ils pensaient que personne ne les observait. Tout était là pour quiconque voulait le voir. Malheureusement pour eux, tout le monde allait bientôt s'en soucier. À 21h30 précise, le détective privé de Gloria, une femme compacte et efficace nommée Sarah Chen, est entrée dans la fête avec une mallette et un air de détermination sinistre. « Excusez-moi », dit-elle en s'approchant de Joël et Mara au bar. Joël Whittaker. Mara au lit. Je suis Sarah Chen et j'ai des documents que vous devez voir. La salle est devenue silencieuse. Les conversations se sont arrêtées en plein milieu d'une phrase. Le barman s'est figé avec un shaker à martini à la main. Sarah a ouvert sa mallette et en a sorti une pile de photographies. Des images de surveillance de l'hôtel. Des reçus de cartes de crédit. Des impressions de mai. Monsieur Whittaker, votre femme a demandé le divorce. Ce sont des copies des preuves qui seront présentées au tribunal. Madame Holly, je pense que votre mari pourrait être intéressé de voir ça aussi. Elle m'a tendu une enveloppe Kraft. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes, non pas de nervosité, mais de l'effort pour réprimer ma satisfaction, et j'en ai sorti des photos de Mara et Joël entrant ensemble dans l'hôtel, s'embrassant dans l'ascenseur, sortant de la même chambre le lendemain matin. Oh mon Dieu, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Mara, qu'est-ce que c'est que ça? La salle a explosé. Les gens se sont attroupés pour voir les photos. Des voix se sont élevées, choquées et excitées. Des téléphones sont sortis pour enregistrer le drame. Le visage de Mara était devenu blanc et Joël avait l'air sur le point d'être malade. Tom, je peux t'expliquer, a commencé Mara, mais je l'ai interrompu. Expliquer quoi? Expliquer comment tu me mens depuis des mois. Expliquer comment tu couches avec ton patron pendant que je suis à la maison en pensant que nous traversions juste des moments difficiles dans notre mariage. Ce n'est pas ce que tu crois. Ça ressemble à ma femme, une menteuse et une tricheuse qui s'est moquée de moi devant tous les gens que nous connaissons. Je jouais la comédie, et je le savais. Mais ça faisait du bien de dire enfin les mots, d'arrêter enfin de prétendre que je ne savais pas ce qui se passait. Joël a essayé d'intervenir. Tom, discutons de ça rationnellement. Rationnellement?
Je me suis tourné vers lui, laissant 12 ans de colère refoulée alimenter ma voix. Tu veux discuter de ça rationnellement? Et si on discutait rationnellement de la façon dont tu t'es effondré dans une chambre d'hôtel avec ma femme après avoir pris un médicament que quelqu'un avait trafiqué? La salle est devenue silencieuse. Le visage de Joël est passé de pâle à vert. C'est ça, ai-je continué. Je sais pour la pilule bleue. Je sais pour les somnifères. Je sais tout. Joël a reculé en titubant, heurtant une table et faisant s'écraser des verres au sol. Tu as essayé de m'empoisonner. J'ai essayé de te faire passer une bonne nuit de sommeil. On aurait dit que tu en avais plus besoin que d'autre chose. La foule se délectait. Les téléphones enregistraient. Les gens chuchotaient. Et je pouvais voir Jenna Carlyle dans un coin, l'air de vouloir disparaître dans le sol. Mara m'a attrapé le bras. Tom, s'il te plaît, pouvons-nous en parler en privé? En privé? Comme la façon dont tu as couché en privé avec ton patron ces 6 derniers mois. Je l'ai repoussé. Je pense que nous avons largement dépassé le stade de la vie privée, tu ne crois pas? La sécurité est arrivée à ce moment-là, alertée par le bruit et la foule, mais le mal était fait. Le temps qu'ils nous escortent tous hors du bâtiment, la moitié des gens à la fête avaient posté des vidéos sur les réseaux sociaux, et l'autre moitié appelait leurs amis pour répandre la rumeur. La carrière de Joël chez Pinacle Solutions était terminée. La réputation de Mara était détruite. Et je ne faisais que commencer. Dans le parking, alors que nous nous dirigions vers nos voitures, Joël a fait l'erreur d'essayer de m'affronter. Oli, a-t-il dit, m'attrapant l'épaule et me faisant pivoter. Tu aurais pu me tuer avec ces pilules. Mais je ne l'ai pas fait, ai-je répondu calmement. Je t'ai juste fait faire une sieste. Même si je dois admettre que regarder les ambulanciers te sortir de cet hôtel était assez satisfaisant. Il a tenté de me frapper. Grosse erreur. Je prenais des cours de self-défense depuis 2 mois, depuis que j'avais commencé à planifier ma vengeance. Joël avait peut-être la voiture de luxe et le costume cher, mais j'avais la rage et la préparation de mon côté. J'ai esquivé son coup de poing, lui ai attrapé le poignet et j'ai utilisé son propre élan pour l'envoyer s'étaler sur le capot de son précieux Range Rover. L'impact a déclenché l'alarme de la voiture, et soudain le parking a été rempli de lumières clignotantes et de sirènes hurlantes. Reste à terre, lui ai-je dit, me tenant au-dessus de lui alors qu'il essayait de se relever. Et reste loin de ma femme. Ta femme est venue à moi, a-t-il haleté. C'est elle qui. Je l'ai attrapée par sa cravate hors de prix et l'ai tirée près de moi. Ma femme est beaucoup de choses, Joël. Mais elle est toujours ma femme, et tu n'es rien. Tu es un homme d'âge mûr avec des problèmes de performance qui s'en prend aux femmes mariées parce que tu ne supportes pas d'être seul. Alors, voici ce qui va se passer. Tu vas quitter Pinacle Solutions. Tu vas quitter Cedar Heights. Et tu vas disparaître de nos vies. Parce que si je te revois, si j'entends ne serait-ce que ton nom mentionné en relation avec ma femme, je ferai en sorte que ce soir ressemble à une conversation amicale. J'ai lâché sa cravate et j'ai reculé. Il s'est relevé en se dépêchant, a rajusté sa veste et a regardé la foule qui s'était rassemblée pour assister au spectacle. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Si, ça l'est, ai-je répondu. Tu ne le sais juste pas encore. Alors que Joël s'éloignait, l'alarme de sa voiture toujours hurlante et sa dignité en lambeaux, j'ai ressenti une satisfaction que je n'avais pas éprouvée depuis des mois. Mais je savais aussi que ce n'était que le début. Mara se tenait près de sa voiture, en pleurs, essayant d'appeler quelqu'un sur son téléphone. Probablement Jenna. Probablement à la recherche de conseils sur la façon de sauver ce désastre. Elle allait avoir besoin de plus que des conseils. Les suites de la fête de Noël ont été tout ce que j'avais espéré, et plus encore. Le samedi matin, les vidéos de la confrontation étaient en tendance sur les réseaux sociaux locaux. Et le dimanche, l'histoire s'était propagée aux médias régionaux. La liaison d'un cadre local révélé lors de la fête d'entreprise n'était pas le genre de titre qui faisait bonne figure sur un CV. Mara a passé le week-end en mode gestion de crise, appelant amis, membres de la famille et collègues pour tenter de tourner l'histoire en sa faveur. J'ai écouté ces conversations depuis mon bureau à la maison, où je surveillais notre trafic téléphonique et Internet avec le dévouement d'un contrôleur de mission de la NASA. Ce n'est pas ce que tu crois, n'arrêtait-elle pas de dire. Tom fait une sorte de dépression nerveuse. Il me harcèle, me suit partout, porte ses accusations folles. Mais les preuves étaient trop solides,
et l'humiliation publique trop complète. Le lundi matin, Pinacle Solutions avait mis Mara et Joël en congé administratif, en attendant une enquête sur leur conduite. La femme de Joël avait demandé le divorce et réclamait la moitié de tout ce qu'il possédait, plus une pension alimentaire. Et les amis de Mara, les mêmes amis qui l'avaient aidé à couvrir l'affaire, étaient soudainement trop occupés pour répondre à ses appels. Moi, pendant ce temps, je jouais le rôle du mari blessé avec un dévouement digne d'un Oscar. Je me suis présenté au travail avec des cernes sous les yeux, j'ai raconté à quiconque voulait l'entendre à quel point j'étais dévasté par la trahison de ma femme, et j'ai accepté les plats de réconfort des voisins avec la grâce d'un homme qui avait été frappé par une tragédie. Je ne comprends tout simplement pas comment j'ai pu manquer les signes, ai-je dit à Eddie autour d'une bière le mardi soir. Je veux dire, je savais qu'elle travaillait tard, mais je lui faisais confiance. Je pensais que nous avions un bon mariage. Vous aviez un bon mariage, a dit Eddie. C'est elle qui a tout gâché. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où elle m'a menti. Toutes les fois où elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'elle travaillait alors qu'elle était en fait avec lui. Comment on se remet de quelque chose comme ça? Peut-être qu'on ne s'en remet pas, a dit Eddie. Peut-être qu'on va juste de l'avant. Aller de l'avant était exactement ce que j'avais en tête. Mais d'abord, j'avais quelques affaires en suspens à régler. Mercredi soir, alors que Mara était sortie dîner avec sa sœur, l'un des rares membres de la famille qui lui parlait encore, j'ai mis en œuvre la phase finale de mon plan. J'avais passé des semaines à me préparer pour ce moment, à ouvrir des comptes, à transférer des fonds et à consulter des avocats sur les implications juridiques de ce que j'allais faire. Tout ce que je prévoyais était tout à fait légal, sinon exactement fair-play. D'abord, j'ai vidé notre compte d'épargne commun. Tout. Chaque centime que nous avions économisé en 12 ans de mariage, disparut dans une série de transferts électroniques vers un nouveau compte à mon seul nom. Légalement, j'avais tout à fait le droit de le faire. Le compte était à nos deux noms, et j'exerçais simplement mon accès aux biens matrimoniaux en attendant notre inévitable procédure de divorce. Ensuite, j'ai changé les serrures de notre maison. Encore une fois, tout à fait légal puisque la maison était à mon seul nom, une décision que nous avions prise il y a des années pour des raisons fiscales et qui rapportait maintenant des dividendes que je n'avais jamais prévus. Puis j'ai emballé toutes les affaires de Mara dans des boîtes et je les ai empilées soigneusement dans le garage. Ses vêtements, ses bijoux, ses livres, sa collection de guides de motivation professionnelle, tout ce qui lui appartenait, soigneusement organisé et étiqueté comme si je dirigeais une entreprise de déménagement très personnelle. Enfin, j'ai imprimé des copies de toutes les preuves que j'avais collectées au cours des derniers mois. Email, messages textes, photos, reçus d'hôtel, relevés de cartes de crédit, un dossier complet de sa liaison avec Joël documenté avec la rigueur d'une enquête fédérale. J'ai laissé les preuves sur la table de la cuisine avec une note. Mara, je me suis permis de rassembler quelques documents dont tu pourrais avoir besoin pour la procédure de divorce. Comme tu peux le voir, je suis au courant de ta relation avec Joël depuis un certain temps. J'ai également pris des mesures pour protéger mes intérêts financiers, comme je suis sûr que tu le comprendras. Tes affaires sont dans le garage. Les serrures ont été changées. Tu peux récupérer tes affaires quand tu le souhaites, mais s'il te plaît, appelle d'abord. J'ai demandé le divorce pour adultère. Mon avocat te contactera. J'espère que Joël en valait la peine. Tom PS. Tu devrais peut-être trouver un nouvel endroit où loger. J'ai entendu dire que Joël cherche un colocataire. Quand Mara est rentrée ce soir-là et s'est retrouvée enfermée hors de sa propre maison, la réaction a été tout ce que j'avais espéré et plus encore. Elle a commencé par sonner à la porte à plusieurs reprises, puis a continué en martelant la porte et en criant mon nom. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a essayé de m'appeler, mais j'avais bloqué son numéro des heures plus tôt. J'ai regardé toute la performance depuis la fenêtre de ma chambre, me sentant comme un réalisateur regardant son chef-d'œuvre se dérouler. Elle a essayé la porte de derrière, le garage, même l'entrée du sous-sol que nous n'utilisions jamais. Elle a appelé un serrurier, mais quand il est arrivé et qu'elle n'a pas pu prouver qu'elle vivait là, son permis de conduire portait toujours son nom de jeune fille et son ancienne adresse, il a refusé de l'aider à entrer par effraction dans la maison de quelqu'un d'autre. Finalement, elle a appelé la police. 2 officiers se sont présentés vers 22 heures, juste au moment où je me préparais à aller au lit. J'ai ouvert la porte en pyjama, l'air confus et légèrement blessé. Officier. Quel est le problème? Monsieur, nous avons une femme ici qui prétend vivre à cette adresse, mais elle n'a pas de clé et dit que vous avez changé les serrures. Est-ce votre résidence?
Oui, c'est bien ça. Je suis Tom Holly, et c'est ma maison. Je leur ai montré mon permis de conduire et l'acte de propriété. La femme dont vous parlez est ma femme, Mara. Nous sommes en train de divorcer. Elle dit que vous l'avez mise à la porte illégalement. J'ai changé les serrures de ma propre maison, ce qui est mon droit en tant que seul propriétaire. Ses affaires sont emballées et l'attendent dans le garage. Elle est la bienvenue pour les récupérer, mais elle ne vit plus ici. Les officiers se sont regardés, puis ont regardé Mara, qui se tenait sur ma pelouse avec l'air d'avoir été heurtée par un camion. Madame, si la maison est à son nom et que vous divorcez, il a le droit de changer les serrures. Vous devrez régler les questions de logement par l'intermédiaire de vos avocats. Mais je n'ai nulle part où aller, a-t-elle protesté. Ce n'est pas une affaire de police, madame. C'est une affaire civile. Après le départ de la police, Mara est restée dans mon allée pendant 1 heure de plus, appelant des amis et des membres de sa famille, essayant de trouver quelqu'un qui l'hébergerait pour la nuit. Je pouvais entendre des bribes de ses conversations à travers la fenêtre. A complètement perdu la tête. A changé toutes les serrures, a pris tout l'argent. Juste pour une nuit, le temps que je m'organise. Finalement, une voiture s'est arrêtée et Jenna Carlyle en est sortie. Elles ont chargé les nécessités immédiates de Mara dans la Honda Civic de Jenna et sont parties, laissant le reste de ses affaires empilées dans mon garage comme des artefacts d'une civilisation déchue. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lendemain matin a apporté de nouveaux divertissements. Joël, se sentant apparemment coupable du sans-abrisme de Mara, a essayé de jouer les chevaliers blancs. Il s'est présenté chez moi vers 8 heures du matin, conduisant son Range Rover et portant un costume qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. J'étais prêt pour lui. Tom, a-t-il appelé en sortant de sa voiture. Il faut qu'on parle. J'ai ouvert ma porte d'entrée et je suis sorti sur le porche, une tasse de café à la main, l'air d'un homme sans souci au monde. Joël, quelle surprise. Je pensais que tu avais déjà quitté la ville. Écoute, je sais que tu es en colère, mais t'en prendre à Mara ne résoudra rien. Elle a besoin d'un endroit où rester. Elle avait un endroit où rester. Elle a choisi d'y renoncer quand elle a choisi de coucher avec toi. C'est ridicule. Tu ne peux pas simplement jeter ta femme à la rue. Si, je le peux. Joël, laisse-moi t'expliquer quelque chose. C'est ma maison. Mon nom est sur l'acte de propriété. Je paie l'hypothèque. Mara a renoncé à son droit de vivre ici quand elle a décidé de mener ses affaires extra-conjugales. Si tu t'inquiètes tant pour son bien-être, peut-être devrais-tu lui offrir ton canapé. Ma femme m'a mis à la porte, a-t-il dit, et pour la première fois, j'ai entendu quelque chose comme du désespoir dans sa voix. Je loge dans un hôtel. Ça ressemble à un problème qui te concerne. Il a fait un pas de plus, et je pouvais voir la colère monter sur son visage. Tu te crois si malin, n'est-ce pas? Tu penses avoir gagné une sorte de jeu. Je ne pense pas avoir gagné quoi que ce soit, Joël. Je pense que j'ai juste arrêté de perdre. Ce n'est pas fini. En fait, si. Tu vois, Joël, tu as fait une erreur de jugement fondamentale. Tu pensais que j'étais juste un informaticien ennuyeux qui ne se défendrait jamais. Tu pensais que tu pouvais me voler ma femme et que j'accepterais ça comme une sorte de cocu pathétique. Mais voici ce que tu n'as pas compris. Les informaticiens ennuyeux savent comment résoudre les problèmes. Et toi, Joël, tu étais un problème. J'ai pris une gorgée de mon café et je lui ai souri par-dessus le bord de la tasse. Alors, voici comment ça va se passer. Tu vas monter dans ton SUV hors de prix. Tu vas t'éloigner de ma maison. Et tu ne me contacteras plus jamais, ni ma femme. Parce que si tu le fais, je ferai en sorte que la fête de Noël ressemble à un simple échauffement. Tu me menaces. Je t'éduque. Il y a une différence. Il m'a regardé fixement un long moment, essayant probablement de décider s'il pouvait me battre dans une bagarre. J'espérais qu'il essaierait. J'avais hâte de finir ce que nous avions commencé dans le parking. Mais Joël était plus malin que je ne le pensais. Il est remonté dans sa voiture et est parti sans un autre mot. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de mon avocat. Tom, je viens d'avoir des nouvelles de l'avocate de Mara. Elle est prête à discuter d'un accord. Quel genre d'accord? Elle veut la moitié de la maison, la moitié des économies et une pension alimentaire. En échange, elle acceptera un divorce sans faute. J'ai ri.
J'ai vraiment ri aux éclats. Contre-offre. Elle n'obtient rien. J'ai des preuves documentées de son adultère, ce qui annule toute demande de pension alimentaire en vertu de la loi de l'État. La maison est à mon seul nom, donc elle n'a aucun droit légal dessus. Et les économies? Eh bien, disons simplement que j'ai déjà protégé mes intérêts. Tom, es-tu sûr de vouloir jouer les durs? Les procédures de divorce peuvent devenir désagréables. Elles le peuvent, ai-je convenu. Mais j'ai des photos, des emails, des reçus d'hôtel et environ 50 témoins qui l'ont vu humilier à une fête de Noël d'entreprise. À quel point penses-tu qu'elle veut que ça devienne désagréable? 3 jours plus tard, Mara signait les papiers du divorce. Pas de contestation, pas de pension alimentaire, aucune revendication sur la maison ou les économies. Elle a récupéré ses effets personnels, sa voiture et ce qui restait de sa dignité. Joël a quitté la ville la semaine suivante. On disait qu'il avait pris un emploi dans un autre État, espérant probablement fuir sa réputation. Sa femme a eu la maison, les investissements et une pension alimentaire très généreuse. Jenna Carlile a été licenciée de Pinnacle Solutions pour son rôle dans la dissimulation de l'affaire. Apparemment, utiliser les ressources de l'entreprise pour faciliter la relation extra-conjugale de votre ami était mal vu dans le monde de l'entreprise. Et moi? J'ai gardé mon travail, gardé ma maison, gardé mes économies et j'ai gagné quelque chose que je n'avais pas eu depuis des mois. La tranquillité d'esprit. 6 mois plus tard, j'ai croisé Mara dans un café du centre-ville. Elle travaillait comme réceptionniste dans une petite agence de marketing, vivait dans un studio, conduisait une Honda Civic de 10 ans. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée, comme quelqu'un qui avait appris de dures leçons sur les conséquences de mauvais choix. « Tom », dit-elle en s'approchant de ma table avec hésitation. « Comment vas-tu ? » »« Je vais bien, Mara. »« Comment t'installes-tu ? » ?»« Ça a été un ajustement. »« Écoute, je sais que tu ne veux probablement pas entendre ça, mais je suis désolé pour tout. J'ai pris de terribles décisions et je t'ai fait beaucoup de mal. Tu ne méritais pas ça. » J'ai étudié son visage, cherchant des signes de manipulation ou d'insincérité, mais tout ce que j'ai vu, c'était un regret sincère. « Tu as raison, ai-je dit. Je ne le méritais pas. Mais peut-être que nous avions tous les deux besoin d'apprendre quelque chose de tout ça. Que as-tu appris? » J'y ai réfléchi un instant. J'ai appris que je suis plus fort que je ne le pensais. J'ai appris que je n'ai pas à accepter d'être maltraité juste pour éviter les conflits. Et j'ai appris que parfois, quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, vous devriez le croire du premier coup. Elle a hoché la tête, des larmes commençant à se former dans ses yeux. J'ai appris que certaines erreurs ne peuvent pas être effacées, que certains choix ont des conséquences auxquelles on ne peut pas échapper. C'est une dure leçon. La plus dure. Nous avons parlé quelques minutes de plus, poliment, comme des connaissances qui prennent des nouvelles plutôt que d'anciens conjoints traitant les décombres de leur mariage. Quand elle est partie, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. De la sympathie. Pas assez pour la reprendre, pas assez pour pardonner ce qu'elle avait fait, mais assez pour espérer qu'elle avait appris de ses erreurs et qu'elle ferait de meilleurs choix à l'avenir. Quant à Joël, je ne l'ai jamais revu. Mais 6 mois plus tard, j'ai reçu une invitation de mariage de Gloria Whittaker, maintenant Gloria Chen, ayant épousé Sarah, le détective privé qui avait aidé à exposer l'affaire. L'invitation comprenait une note manuscrite. Tom, merci d'avoir eu le courage de faire ce qui devait être fait. Certains chiens qui dorment méritent d'être réveillés. Gloria, je n'ai pas assisté au mariage, mais j'ai envoyé un joli cadeau et une carte qui disait « Je vous souhaite à toutes les deux tout le bonheur que vous méritez. » Parce qu'au final, c'est de ça qu'il s'agissait dans toute cette histoire. Que les gens obtiennent ce qu'ils méritent. Mara méritait les conséquences de ses choix. Joël méritait de perdre tout ce qu'il avait valorisé plus que son intégrité. Et je méritais d'être traité avec respect et honnêteté par la personne que j'avais choisie pour partager ma vie. Il m'a fallu 2 ans pour reconstruire complètement ma vie, pour réapprendre à faire confiance, pour croire que tout le monde ne cachait pas de secrets et ne planifiait pas de trahison. Mais je l'ai reconstruite, plus forte et plus honnête qu'avant. Et je n'ai plus jamais eu à prendre un autre somnifère.